Bon, je vais enregistrer ce que je dis, comme ça va pouvoir aider ceux qui ça intéresse d'avoir ça dans leur dojo. Je vais faire un peu l'explication de qu'est-ce que c'est la cérémonie, à quoi ça sert, entre guillemets, et on va surtout se concentrer sur les différents aspects. Chacun va faire quelque chose, aussi bien au niveau des instruments qu'au niveau des gestes, qu'au niveau des mouvements, etc. Donc, pour débuter, à quoi sert ou qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? Je crois qu'on peut aborder le thème de la façon suivante. Comme je disais tout à l'heure, pratiquer, rencontrer le Dharma, c'est vraiment une histoire de rencontre. Et comme vous le savez bien, notre pratique est plutôt solitaire, entre guillemets. On est seul, face au mur. Voilà. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, déjà ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile surtout pour les personnes débutantes. C'est assez confrontant. Même complètement au niveau du subconscient, ne sachant pas ce qui se passe, parfois, être comme ça face au mur, c'est très... pour d'autres personnes, c'est tout de suite, oui, c'est la voie que je cherchais depuis très longtemps. Donc voilà, chacun réagit très différent par rapport à ça, mais il faut savoir que c'est quelque chose de très puissant, hein, cette posture, l'immobilité. On n'est pas habitué à cette situation. Et donc on est quelque part un peu très seul dans cette pratique. Même si on est nombreux dans le dojo, et qu'il y a en effet une sorte d'énergie qui passe, qui se transmet d'une personne à l'autre. Je pense que chacun de vous a déjà bien ressenti la différence qu'il y a entre pratiquer seul chez soi et pratiquer dans le dojo. Il y a déjà au niveau de la présence des gens quelque chose qui se passe, mais au fond, finalement, on est quand même face à soi-même. La cérémonie, c'est justement le moment où il y a la rencontre. Et c'est même très littéral, on se retourne. Donc là où, dans notre tradition, on pratique le visage face au mur, pour la cérémonie, on se retourne et on se voit face à face. Hein? C'est pour ça qu'on fait ces deux rangées aussi. Hein? Donc c'est pas un cercle tout autour, comme les scouts font, autour du feu ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, même si on est très peu nombreux, on peut être trois, ben, on est quand même face à face. Voilà, ça c'est déjà un premier aspect. Donc on va rencontrer l'autre après le zazen. Et ça semble être quelque chose d'un peu bizarre de dire que là, il y a quelque chose qui se passe, mais au plus que moi je pratique la cérémonie, au plus que je ressens ça comme ça. Que c'est vraiment dans la façon de le faire ensemble, quelque chose, un rituel qui dans sa base n'est pas très compliqué, mais qui en effet demande beaucoup de finesse et beaucoup de doigté et beaucoup de savoir-faire et de sensibilité, et qu'on peut développer, qu'on peut approfondir, qu'on peut apprendre. Et c'est sûr qu'il y a, comme je dis, des règles, il y a une structure de base qui est relativement simple, mais à l'intérieur de ce cadre, ça devrait être quelque chose de léger. Voilà, la cérémonie ne peut pas devenir quelque chose de lourd, de fatigant, ouais, on le fait parce qu'on doit le faire. En ce moment-là, le mieux, c'est, si vous avez ce sentiment-là, c'est de réfléchir un petit peu en vous et ce qui fait que ça devient lourd. Parce qu'au fond, ça devrait être quelque chose de léger. Et au plus qu'on pratique cette cérémonie, ça c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure dans le Kosen, c'est comme un instrument de musique. Au plus qu'on va pratiquer le piano, le violon, la flûte ou quoi que ce soit, ou le tambour, hein, on a quelques musiciens parmi nous, voilà, au plus que ça devient léger, au plus que ça devient quelque chose de vivant. Voilà. Donc la cérémonie, ce n'est pas du tout quelque chose de carré. C'est sûr, encore une fois, il y a deux, trois petits points importants qui sont nécessaires pour s'harmoniser. Donc c'est ça un peu le mot
si on peut utiliser un mot, oui, on peut utiliser des mots, c'est sûr. Hein, il ne faut pas croire que Mokusen de tout à l'heure était contre les mots ou contre le langage, bien au contraire. Il faut bien équilibrer les choses. Donc c'est sûr qu'il y a 2-3 trucs pour pouvoir s'harmoniser et que c'est bien de connaître. Mais à partir de là, en ce moment-là, on adapte selon les lieux, selon les besoins, selon... Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est au niveau du subtil. Voilà. Qu'est-ce qu'avec la Sangha, ici à Namur, ou à Charleroi, ou dans le dojo de Halle, on peut faire? Tout au début qu'on était au dojo de Halle, on faisait quelque chose de très très simple. Et petit à petit, on a rajouté des éléments, et sans pour cela que les gens ont senti ça comme étant quelque chose où là, ça nous tombe dessus comme étant un truc... voilà. Non, c'était plutôt... Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui nous ont quittés en disant, voilà, on était trop concentrés sur les cérémonies. Moi, ça m'a toujours un peu étonné. On fait le zazen comme on le fait ici, donc 90 minutes de zazen et on fait 10 minutes... Enfin non, on fait 20 minutes de cérémonie. Voilà, en tout cas, c'est... Bon, voilà, donc il n'y a pas de déséquilibre par rapport à ça. Ça, il faut bien faire attention, bien sûr. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Donc, se rencontrer, s'harmoniser, et c'est sûr qu'il y a une interdépendance flagrante dans la cérémonie. Quand quelqu'un, que ce soit la clochette, le gong, le mokuyo ou quoi que ce soit, fait un son comme ci ou comme ça influence tout le reste. Et je ne vais pas dire maintenant que j'aime pas trop parler d'erreurs. C'est sûr que parfois il y a des erreurs. Hein, ce matin, il y a eu pas mal d'erreurs. Et les unes ont provoqué les autres. Mais c'est pas grave. Je veux dire, à la limite, c'est bien d'être conscient de ça, de ne pas se culpabiliser, de dire oh là là, mais pas non plus dans l'autre sens. Parfois j'entends ça aussi. Oui, bon, on a fait une erreur, mais c'est pas grave. C'est pas ça non plus. C'est bien d'être conscient qu'une erreur a été faite ou que quelque chose était trop vite ou pas ou trop lent ou voilà. Et puis c'est dire oui bon ben voilà. Donc ni dramatiser l'erreur qu'il y a eu, ni en faire quelque chose de oui mais c'est pas grave, on recommencera la prochaine fois. Non, c'est bien, c'est vraiment une pratique. Moi je suis vraiment persuadé que par le rituel on peut approfondir la pratique du zazen. C'est pour ça que c'est là d'ailleurs. Et ça a été peaufiné pendant des... Oui, d'où ça vient, d'abord en Inde, après en Chine, après au Japon. C'est sûr que là-bas, ça c'est devenu quelque chose de très, très, très développé. Nous, ici en Europe, on fait quelque chose de relativement simple, un peu adapté à notre façon de faire. Et voilà. Et donc, mais c'est vraiment une pratique. Ça peut vraiment nous aider à comprendre le dharma. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans une cérémonie? Donc si on commence à analyser les différentes structures, je vais dire, donc comme je disais, il y a cette rencontre, on va offrir de l'encens au Bouddha. Ça c'est la première chose qu'on fait. Il faut bien se dire que ce n'est pas, parce que parfois pour les nouveaux venus, ça peut être perçu comme étant une sorte d'adoration de la statue du Bouddha qui est sur l'autel. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. La statue du Bouddha qui est sur l'autel, c'est seulement une statue. Ce n'est seulement qu'une image. Elle est le symbole de notre pratique. Voilà, cette image. Et en fait, on va lui faire une offrande. On fait une offrande vis-à-vis de la pratique. Au final, c'est une offrande vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce que nous sommes nous, de ce que nous avons fait ici, dans ce dojo, assis sur notre zafu. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ça, c'est bien sûr quelque chose d'un peu oriental, brûler de l'encens, faire que l'atmosphère soit agréable. Voilà. En plus, ça, au niveau de l'odorat, hein, je veux dire, ça influence aussi. Hein. Ce sont des essences d'arbres et d'épices, etc., qui sont mélangées de sorte à influencer l'esprit aussi. Donc ça, c'est clair de bien le savoir. Alors après ça, on va se saluer. Le sampai, c'est saluer. Hein, et saluer Bouddha en soi-même. En fait, c'est ça la signification du sampai. Alors là, maintenant, je vais déposer mon appareil par terre pour vous faire la démonstration. Donc, vous savez que quand on rentre ici, on fait gacho. Donc, on joint les deux mains et on s'incline.
déjà là, l'esprit change. On n'est plus dans le même état qu'avant. Hein. On explique parfois Bouddha, ego, moi, unité. Voilà. Parfois on peut expliquer ça comme ça. Le but au final, c'est pas vraiment les mots qu'on utilise, c'est de ressentir. Hein, comme je disais tout à l'heure, ressentir qu'est-ce que le gassho m'enseigne, qu'est-ce qu'il fait avec moi, le gassho. Et c'est la même chose avec le sampai. Donc on fait un gassho et on va faire un sampai avec tout le corps. Et donc pour cela, on met les genoux à terre, on pose le sol à terre, voilà, et on lève les mains légèrement comme ça. Voilà, ça c'est une prosternation. On se relève et on fait ça 3 fois. 3 parce que beaucoup de choses, vous avez déjà remarqué, sont faites par 3. On frappe une cascade sur le bois pour appeler les gens à venir au zazen, on le fait 3 fois. Quand on récite le sutra du Kesa, qu'on met sur la tête, à la fin du premier zazen, on le récite 3 fois. 3 fois dans l'esprit oriental, c'est vraiment bien marqué. Il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe là. Au moment des ordinations, quand le godo passe pour couper la mèche, la personne, elle dit oui, elle le dit 3 fois. Elle dit oui, oui, oui. C'est vraiment ça c'est vraiment mon choix. C'est clair, 3 fois. Alors on fait 3 pailles. Donc de là, san. San, ça veut dire 3 en japonais, pai, c'est la prosternation complète. Ben, faisons un peu de paille là. Parce que c'est vraiment une pratique, hein. Prenez votre zafuton pour les genoux. Donc au niveau technique, il faut un peu savoir que le mieux, la bonne méthode, c'est de descendre à la verticale, comme ça. Voilà. Et de ne pas non plus trop fortement taper les genoux au sol. Hein. Voilà. Donc c'est pas ça. Non, c'est sûr que, oui, je veux dire, ça va le faire. Ça, si c'est nécessaire, parce que c'est sûr que ça demande un certain exercice de le faire comme ça, vraiment à la verticale. Hein. Donc voilà, alors on essaie, hein, on y va, on descend, les genoux par terre, on pose le front et on relève légèrement les mains. Voilà, on se relève, on met d'abord le haut du corps tout droit, on se met sur les orteils et on remonte. Voilà. C'est ça la technique, je veux dire. C'est vraiment, bien sûr que si ça va muscler les cuisses. Voilà. Hein, donc, comment dirais-je, c'est sûr qu'on peut, après toute une journée ou une séchine, c'est sûr que nous aussi, mais bon, voilà. Je veux dire, au niveau, la technique c'est celle-là. Donc c'est vraiment, allez, on y va encore une fois, on descend à la verticale, on laisse les genoux, on baisse le front, voilà, et on lève les mains, les paumes vers le haut, on se relève sur les orteils et on remonte. Voilà. Et en fait, si on fait le mouvement complet, c'est vraiment les mains en gassho, on descend, voilà, le front par terre, les mains, on est à la verticale, on remet les mains en gassho et on monte. Ça c'est vraiment le mouvement idéal. Bon. Voilà. On va commencer par les formes Nous faisons, dans notre tradition Zen Soto, on fait les pailles, donc 3 au début de la cérémonie, 3 à la fin. Mais sachez que dans d'autres écoles bouddhistes, les pailles, c'est vraiment une pratique. Et en faire 10, 15, 20, les unes après les autres, c'est quelque chose. Moi, je le dis parce que c'est en le faisant qu'on découvre des choses, en fait. À l'occasion de
la cérémonie de la transmission du Dharma que j'ai fait avec Roland il y a 2 ans et demi en arrière. Pendant 5 jours, je devais faire, c'était un exercice, enfin c'est pas un exercice, c'est une pratique. Je devais faire la série des patriarches, comme on l'a chanté tout à l'heure. Je vais expliquer un mot là-dessus. Et à chaque nom, il fallait faire un paille. Et là, on s'arrête à Kaizen, j'expliquerai aussi pourquoi. Là, il fallait aller jusque Maître des Shimaru, et puis voilà, c'était 98, je crois. Voilà, tous les jours. Voilà, donc, et c'est vrai que c'est une pratique, pas seulement, ce n'est pas seulement un exercice physique, c'est vraiment quelque chose qui touche vraiment très fort l'esprit. Et ça, on peut l'expliquer encore une fois autant qu'on veut, et il faut voilà, sachez que c'est vraiment une pratique très, très forte qui touche vraiment aussi au niveau du cœur. Voilà, donc ça c'est... et ça on le fait l'un vis-à-vis de l'autre. Donc Roland il a souvent expliqué ça, hein, donc on fait Sampai pour le Bouddha qui est en nous. Donc on se rencontre nous, hein, on se fait face à face, on se rencontre, on fait voilà, le Sampai, le Pai c'est vraiment le geste du respect le plus haut qu'on puisse avoir par rapport à nous, par rapport à notre pratique, par rapport à notre nature de Bouddha que nous avons tous en nous. C'est ça la signification du Pai. Ce n'est pas une façon de... Quand on voit ça de l'extérieur, les gens disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc d'adoration, la statue, le machin, l'encens et tout ça ?» Ça peut tout de suite devenir très fumeux, comme on dit, alors que c'est quelque chose voilà, qui peut même procurer de la joie. C'est comme ça, en tout cas, que je le ressens très, très profondément. Alors ça, c'est le début. Alors, c'est face à face. Le doshi, lui, c'est face... donc, oui, la personne qui dirige la cérémonie s'appelle le doshi. Voilà. Et lui, il fait ça en direction de l'autel. Alors, la structure, maintenant, donc quand ça c'est fait, tout le monde reste debout. Le doshi monte à l'autel. Il va faire shoko, et puis il va redescendre, et il va faire des nouveaux pailles. Alors, au niveau des instruments, maintenant. Là... Peut-être que toi, oui, la clochette, là, au niveau des instruments, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quels sont les points importants auxquels il faut penser? La clochette, elle va aider à que tout le monde s'harmonise. Donc, le tout début, enfin, c'est la cérémonie, je vais l'expliquer comme moi je le fais au dojo de Hall. Voilà. Après, c'est à vous de voir les éléments que vous prenez ou que vous ne prenez pas. En fait, une cérémonie commence toujours avec une procession. Le doshi arrive dans le lieu. Ici, on ne le fait pas, à Hall, on ne le fait pas encore, mais un jour, peut-être on va mettre ça en route. Donc, il arrive, et la première chose qu'il fait, c'est ping. Voilà. On se salue tous ensemble. Voilà. Il va monter sur ce tatami qui représente la maison du Bouddha. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Et il salue le Bouddha. Et là, il n'y a pas de coup de cloche parce qu'il le fait tout seul. Voilà. Il ressort de la zone du tatami, il monte à l'autel, donc c'est ce que j'expliquais, il met de l'encens, coup de cloche sur le gâchot. Voilà. Là commence une cascade, mais très lentement, très lentement. Donc c'est un coup ici, hein, un ami, un coup ici, un coup ici. On attend parce que cette cascade, il faut qu'elle soit régulière et elle va durer tout le temps que l'on a pour déplier ce qu'on appelle le zagu. Donc c'est cette pièce d'étoffe que l'on utilise pour faire sampai et voilà, c'est parce qu'on porte le kessa qu'on a besoin de ce zagu pour faire sampai. Voilà. On l'explique que c'est en effet pour protéger le kessa. Bon, moi je vois souvent que le kessa est quand même un peu à côté. C'est au niveau plutôt de l'idée. Voilà. Donc on peut le faire. Hein. Allons-y. Vas-y. Donc, bon. Voilà. Alors je ne l'ai pas, mais je vais le déplier. Tac, tac, tac. Voilà. Et alors tous ensemble, un paille. Voilà. On se relève. Un deuxième paille.
Et alors au troisième, il y a 2 coups. Sur le gâchot et sur les genoux. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer ça, la clochette, qui a envie d'un peu d'apprendre? Brigitte peut-être? Ou Jacqueline? Ouais. Quelqu'un du dojo de Namur, c'est bien de fois le tester. Hein. On est ici pour apprendre. Il n'y a pas de... Comment? Hier een slag dat niet verkeerd loopt en dan hebben we de eerste gaf. Oui, donc comme dit Annemie, un premier donc, sur le coin. Le coin du milieu. Non, le deuxième coin. Voilà. Et alors, au moment du gâchot, le troisième, et là commence la cascade. Donc, ouais, donc je fais tout le mouvement, je monte à l'hôtel, le doshi monte à l'hôtel, il fait choco, donc choco ça veut dire ça, hein, c'est pas choco pour manger, mais c'est l'encens en granules, ko c'est kawash, c'est encens, voilà, donc il met, voilà. Et alors je déplie. Voilà. Et ça s'arrête au moment... Ouais, c'est devant. Voilà. Et en fait, ça se termine quand le zago est déplié. Donc, et le zago du doshi. Maintenant, si les autres sont encore en train de déplier leur zago, tant pis, je veux dire. Mais la clochette, elle s'arrête au moment où le zago est complètement déplié. Et il a laissé tomber les 2 coins. En principe, ça devrait se faire en un seul geste. Bon, c'est parfois pas tout à fait juste, bien sûr. Mais voilà, c'est ça le but, quoi. Et en effet, on tape la clochette devant. Voilà, ouais. Essaye une fois, toi. Ce qui est important... Oui, vas-y. Oui. Comme ça. Ouais. Donc, en effet, là, je pose mon appareil encore une fois. Beaucoup de choses se portent à 2 mains, parce que les choses sont précieuses. Donc en effet, l'encens, on le porte avec... Pourtant, c'est rien du tout, je veux dire, au niveau Poids. Au niveau poids, c'est pas ça, mais c'est... Voilà. Ça, c'est autre chose que... Voilà. Et c'est la même chose pour la clochette. Voilà. Au moment de choco, on fait... Non. Non, alors au choco, le doshi fait choco, et c'est au moment du gâchot. Voilà. En fait, je devrais prendre mon zagou, hein, pour vraiment... On va faire avec le zagou, parce que... Tu l'as mis aussi bien. Bah, voilà, ici j'en ai un. Comme ça, on a vraiment tout le truc, quoi. Vraiment en temps réel. Pour faire les choses correctes, quoi. Donc voilà, j'ai du choco. Bah oui, d'abord. Ah, Tout le truc, c'est tout le truc. Tu continues la cascade et tu accélères petit à petit. Voilà. Et là c'est fini, c'est fini. Dès que Oui. on laisse tomber je vois rien du tout. les 2 trucs, c'est fini. Ah ouais? Ah, tu vois pas? C'est ça le principe. Okay? Quelqu'un d'autre veut essayer? Tout le monde, hein? Il n'y a pas... Jean-Luc, t'as pas envie d'essayer? Ou bien quelqu'un qui s'en va voir? Pas d'erreur. Ben oui, il n'y a pas d'erreur, je veux dire... Je comparais trop tard. C'est l'émotion. Ça fait un... C'est l'émotion. Quand c'est fait avec le cœur, Il n'y a pas d'erreur. il n'y a pas d'erreur, ça arrive. Voilà, c'est ça, oui, c'est vrai. Non, d'accord. Donc, on commence cachot. Ça, c'est un coup. Il monte sur le tatami. Enfin, moi, je monte sur le tatami. Je monte à l'hôtel. Tac, tac.
font pas gâchis. Pas Pas faire. sympa. Merde. Bah, dites. Il est faire seul. Les genoux touchent le sol. Ah, ok. Donc, Les genoux touchent Il y a, le il y a sol. sur le gâchot et puis Et sur les genoux. et quand les genoux touchent le sol, voilà, ouais. Tu t'abaisses si délicatement qu'on n'entend pas, c'est Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la clochette, c'est que ça demande énormément de concentration et d'attention, et donc on est de nouveau en zazen. quoi. C'est le zazen qui se prolonge aussi. Je peux poser une question? Alors, je remets en route. Alors, après ça, c'est vrai que le doshi, il va faire de nouveau 3 pailles tout seul. Et en ce moment-là, les gens s'assoient. On se met en position. Et ce qu'on va faire, c'est on va réciter le sutra du cœur, le Nyashingyo. Ça, c'est un sutra fondamental pour les nouveaux personnes qui viennent pour la première fois ou relativement débutantes. Pour être rapide, parce qu'on pourrait, j'ai fait 2 taisho à Charleroi pour expliquer le sutra du cœur. On ne va pas refaire tout le taisho ici, on n'a pas le temps. Mais sachez que c'est quand même un sutra qui est vraiment à étudier. C'est pour ça qu'il s'appelle le sutra du cœur, parce qu'il touche à l'essentiel de notre enseignement. Voilà. Et c'est en fait, c'est déjà un résumé. Résumé des sutras de la grande sagesse, la Prajnaparamita, qui est quelque chose de gigantesque, qui a vu le jour plus ou moins aux alentours de début de notre ère, et qui est l'expression du Dharma, une nouvelle expression du Dharma, je vais dire, que le Bouddha lui-même avait déjà prévu, mais qu'il n'était pas arrivé à enseigner durant sa propre vie à ce niveau-là. Mais 4 siècles après sa mort, les pratiquants, les moines, les patriarches et tout ça, ont fait cette expression du Dharma dans cette forme, qui est donc le sutra de la grande sagesse, qui est immense. Hein, ça fait 600 volumes en tout, il y a plusieurs sutras là-dedans. Et le sutra du cœur, pour nous, heureusement, c'est le résumé de ces 600 volumes. Voilà. Donc si on le récite, on récite déjà le... Voilà. C'est pour ça qu'il est appelé le sutra du cœur. Et c'est pas seulement au niveau de ce résumé qu'il est important, mais c'est aussi parce que c'est l'ouverture du cœur. Hein, Maître Deshimaru, quand on lit les commentaires de l'Anya Shingyo, il dit plusieurs fois, c'est le sutra qui aide à chasser les mauvais esprits. Hein, même au niveau... en Orient, c'est comme ça, au niveau même folklorique, hein, les gens connaissent ce sutra et chassent les mauvais esprits avec ça. Mais pour nous, pour ceux qui pratiquons le zazen, etc., c'est vraiment l'ouverture du cœur dans le sens que c'est l'équilibre qui existe entre la sagesse, parce que la sagesse toute seule, ça devient aride. Si on n'est que dans la logique de la sagesse, il y a un énorme risque, c'est qu'on devient quelqu'un de très sec, de très... Voilà. D'un côté la sagesse, de l'autre côté la dimension vers les autres, la dimension de la compassion, la dimension de l'amour universel. Et c'est l'équilibre, parce que seulement de l'amour universel, seulement de la compassion, très vite on va perdre de l'énergie, on va se perdre là-dedans. Hein, si on est là à vouloir aider, comme on le dit d'ailleurs dans la cérémonie, à vouloir aider tous les êtres à se libérer, je veux dire, voilà. Donc il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, en fait, est exprimé dans ce sutra. Donc si vous étudiez ce sutra, c'est un peu 2 points de repère, et tout tourne autour du concept de la vacuité. Vacuité dans le sens, pas dans le sens qu'il n'y a rien, c'est pas dans le sens nihiliste, mais c'est dans le sens il n'y a rien de substantiel, il n'y a rien qui ne change pas, il n'y a rien que l'on peut vraiment saisir complètement. Tout est en interrelation, très complexe d'ailleurs, et tout est toujours en développement, en mouvement, voilà. Tous les phénomènes de la vie, voilà. C'est ça ce que veut dire la vacuité. Et donc c'est l'enseignement du bodhisattva de la compassion à un disciple de Bouddha qui s'appelle Shariputra, qui est dans ce sutra. Donc on le récite. Et c'est bien de le réciter
Pour l'instant, on le récite encore en sino-japonais. Donc ça veut dire que ces sutras ont été écrits d'abord en sanskrit, en Inde, puis ont été traduits, donc les sutras de la grande sagesse, la Prajnaparamita, ont été traduits en chinois. Et les Japonais, c'est encore une autre langue bien sûr, eux apprenaient le chinois à leur façon. Ils entendaient les sons et ils les ont retranscrits phonétiquement, et c'est ça le sino-japonais. Et donc ce texte, c'est ça. C'est pas vraiment du vieux chinois, mais c'est pas non plus du japonais, c'est une sorte de mélange entre les deux. Voilà. Par contre, les kanji sont des kanji chinois. Donc si vous allez voir ce sutra au niveau texte, je veux dire traditionnel, ce sont vraiment les kanji chinois. On peut considérer ça comme étant un peu bizarre ici en Europe de le réciter dans cette langue-là. Pourquoi ne le récitez pas en français? Et j'ai tendance à être favorable dans cette direction. Roland a déjà lui-même introduit ça au dojo de Nice. Je crois qu'une fois par semaine, il récite le Sutra du cœur en français. Voilà. Et je suis assez favorable, je veux dire, je suis un peu cet exemple. On ne l'a pas encore vraiment fait à Halle parce que la solution musicale qu'eux ont trouvée à Nice ne me plaît pas beaucoup. Il y a le mokuyo qui martèle et ça devient quelque chose de très haché. Le bodhisattva de la grande compassion, Je trouve pas ça voilà, c'est une façon de faire. Bon, elle est peut-être très 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 bien. Originellement, le mokuyo, donc ces instruments de percussion, a été introduit pour que les Japonais puissent réciter ces vieux sutras chinois, sino-japonais, je veux dire, dans leur sonorité, et pour les aider à le rythmer. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce mokuyo. Les sutras japonais, il y en a, comme le Fukaza Zengi, le Hokyo Zanmai, le Sandokai, les 4 vœux, voilà, tout cela, c'est du japonais, n'est pas rythmé par le mokuyo. Donc c'est pas nécessaire de l'utiliser en ce moment-là. Donc je vois pas pourquoi si on le récite en français ou en néerlandais, dans le cas de Halle par exemple, on commencerait à le faire. Donc là on doit encore chercher. Mais c'est vrai que ça me plairait bien. C'est pour ça qu'à Charleroi, au moment du Taisho, on a récité le sutra 2 fois en français parce qu'en ce moment-là, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est très proche de la signification. Le bodhisattva de la compassion enseigne à la grande sagesse et voit que les 5 skandhas sont vacuités. Voilà, ça c'est le début. Et enseigne à Shariputra, voilà, la forme est vide, le vide et la forme, voilà, etc., etc. On est proche du sens, on est vraiment dedans. De l'autre côté, qui moi me plaît aussi dans le texte traditionnel, je vais dire, c'est il y a une sonorité, il y a une sorte de poésie qu'on n'a pas en français ou en néerlandais. Et ça me... Oui, David? Mais je trouve qu'il y a une solution toute simple pour préserver les deux aspects. Ah c'est oui? que quelqu'un, à chaque fois, se cherche la responsabilité de lire le sutra en français. Une personne lit ce sutra en français et puis après, on le chante. On le psalmodie. Ce serait une possibilité. Parce que j'ai déjà entendu en français, c'est épouvantable. Ouais. Il y a pas du tout la sonorité du français ne convient tellement pas. Quoi. Et en plus, on a presque l'impression d'une récitation, un petit peu comme des zombies. Là. Alors là, ça fait vraiment secte. Il faut voir, on va étudier. On doit être un peu créatif et il faut prendre le temps de s'y mettre. Voilà. Donc s'il y a des gens qui ont envie de mettre un groupe de travail à ce niveau-là, moi je veux bien un peu voilà, et qu'on cherche un peu ensemble, quoi, avec des musiciens aussi, puis aussi à savoir quelle traduction, parce que là à Charleroi j'en ai apporté 4 différentes. Donc voilà, il faudra trouver les beaux mots. Enfin, c'est tout un travail qu'il faut faire, il me semble, derrière. Je peux dire une chose? Oui. Parce que l'aspect que je trouvais aussi, parce que je me suis aussi posé cette question par rapport au choix de cette langue, c'est que l'aspect que moi j'apprécie aussi, c'est qu'elle unit toutes les sanghas. Ça c'est sûr que dans notre cas, et c'est tout à fait réel, la sangha de Roland Reich est très très... Il y a des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Français, des Anglais, des Flamands. Voilà, on chante tous en même temps le même sutra. Et ça c'est au niveau international. En faveur de la version sino-japonaise, Roland disait que le sens du sutra s'actualisait par le fait même qu'on est obligé pratiquement de le chanter sur l'expiration. Ça, oui. C'est intéressant aussi. Oui, bien sûr.
Oui, Et oui. puis il y a les Une mots qui dimension réduisent. Selon les traductions, on l'accent est mis, et même en français, sur des choses Ah oui, c'est différentes. sûr. Là, ça laisse. Je trouve que la solution. Voilà, il y a en effet ce côté poétique, rythmique aussi, de ces sonorités qui sont vraiment très très vieilles, qui viennent de très loin. Parce que quand vous allez au Japon, ou bien en Chine, je pense que ça doit être la même chose, vous allez pouvoir réciter ce sutra avec eux. Voilà, on partage quelque chose, encore une fois, un partage, une rencontre qui est vraiment forte, quoi. Et on connaît. Voilà. J'ai eu l'occasion de. Oui. Quand j'allais assez bien au Népal, où j'accompagnais des groupes, et je me suis retrouvé un jour à Lumbini, qui est le lieu où le village où le Bouddha est effectivement né. Et donc, et à un moment donné, on rencontre des bouddhistes du monde entier, et il y avait une communauté japonaise qui est arrivée, et donc ils ont commencé à chanter l'Anya Shingyo. Et moi, je n'ai fait qu'une chose, quoi. C'était plus fort que moi. Je me suis joint au groupe. Et alors après, ils m'ont fait un grand gâchot. Et donc moi, qui étais blanc par rapport à eux, donc c'était quelque chose qui nous rapprochait. C'était très puissant ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. J'ai encore la chair de poule quand je le on le sent. Et je voulais dire aussi que quand je l'ai lu la première fois en irlandais, c'était du chinois pour moi. J'ai rien compris. Oui, non, c'est ça. Donc, je l'ai compris par la pratique en fait, parce que tu sais pas, même si tu vois les mots, tu comprends rien rationnellement. C'est en pratiquant et pratiquant et pratiquant et pratiquant qu'on le comprend. Donc moi je suis plutôt pour le garder comme ça et faire des workshops ou quoi. Après pour le comprendre, mais pour chanter, et comme tu dis aussi, tu peux le comprendre quand tu es à l'étranger. Donc voilà, on va étudier la question. Il l'a conseillé de l'écrire. Oui. L'écrire dans sa propre langue. Oui. Aussi, on sort du chinois. Oui. C'est sûr que c'est. Attends, parle pour tout le monde, Jean-Marie. Jean-Marie, parle pour tout le monde. Partage pour tout le monde ce que tu disais. Non, on parlait un peu de la traduction et tout. Et comme Annemie me disait aussi, le déclin de l'Église catholique a commencé aussi quand ils ont dit, voilà, c'est plus le latin. Maintenant, ça va être dans chaque langue, dans chaque pays. Ça va ensemble, oui. C'est vraiment à ce moment-là? Disons qu'il y a des connexions. C'est sûr que... Mais bon, ça va nous... Enfin, je pense que c'est un débat... Attention alors, intéressant. Je pense que voilà, c'est un débat... Mais aujourd'hui, on va dans n'importe quel pays, comme il le souligne, tout le monde peut chanter l'Agnès Shingyo. Le main sur le fort français, ou le fort néerlandais, ou le fort italien. Moi, je trouve que c'est beau aussi de ne pas tout comprendre. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui vient de loin, et ça vient dans le ventre aussi. Et je trouve que c'est beau. C'est beau aussi. Et je ne sens pas de l'élève pas quand maintenant à Godine ou à Gendrenier on commence à les réciter dans la langue maternelle. Je trouve ça mieux. Parce qu'on respecte quand on récite Boucho Kapila avec la compréhension juste de ce que ça veut dire de manger, d'accepter cette offrande de nourriture que les autres nous ont fait, mais c'est quand même la compréhension aide. Autrement, parfois on est juste récité comme un petit singe, excusez-moi, automatiquement. Bon, ça peut être un risque en effet. Oui, mais au dojo de Liège, par exemple, le matin, effectivement, on dit le Boucha Kapela en français, mais on n'essaye surtout pas de le psalmodier comme on le ferait avec le Boucha Kapela. C'est-à-dire que le français ne convient pas à la rythmique psalmodiée. Donc, lire, il faut être naturel alors. Et c'est la même chose en fait avec les sutras. Ils sont magnifiques quand on les dit, mais surtout pas quand on essaye de coller dessus cette espèce de rythmique qui ne convient que aux sino-japonais. C'est pas mal. C'est juste. Ok. On va arriver en consensus. On passe va le le faire vote, ici, dans le dojo de Namur, on va refaire le mot. Ok. On fait Chine à Godine alors. Il y a différentes nationalités, chacun va chanter dans sa langue. Non, on le chante à Godine, on le chante comme ça. Hein. Donc, oui. Ce n'est qu'au dojo de Nice que Roland fait une fois par semaine le sutra en français. Ok. Donc,
on a récité on a récité le Sutra du cœur. C'est toujours suivi, enfin ça c'est la tradition de notre maître, Roland Reich, de tout de suite caler là-dessus les 4 vœux du Bodhisattva. Parce qu'il y a une sorte de logique, la fin du Sutra du cœur, c'est Gyatei, Gyatei, Hara Gyatei, donc aller ensemble au-delà sur l'autre rive, au-delà du Satori, enfin la rive du Satori, et enchaîner sur les 4 vœux où, en effet, on exprime notre ferme résolution d'acquérir tous les dharmas, de faire disparaître toutes les... Enfin non, le premier, c'est aider tous les êtres à se libérer, acquérir tous les dharmas, se débarrasser de toutes les illusions. C'est sûr que ce sont des vœux impossibles à réaliser, mais c'est le but vers lequel on va. Hein, c'est le vecteur, ça donne la direction dans laquelle... et ça c'est bien, je pense, et ça je le garde aussi, je le fais comme ça dans notre sangha à Hall. Il y a une certaine logique. Mais dans d'autres sanghas, ça ne se fait pas. Les 4 vœux sont chantés à d'autres moments de la journée. Parfois le soir, après le dernier zazen. Je pense qu'à Ryumonji et chez Olivier Wangen, c'est comme ça. Voilà, il me semble. Oui, c'est les échos. Ça. Voilà, oui. Alors, est suivi de là le écho. Hein? L'écho, c'est ce que la personne qu'on appelle Ino dans notre école récite, donc il le récite tout seul, c'est ce qu'on appelle la dédicace. Donc on va dédier cette cérémonie parce qu'il y a des mérites, on peut le dire comme ça, faire un rituel, faire une cérémonie provoque des mérites, pratiquer zazen provoque des mérites, ça c'est indéniable, c'est comme ça. Mais on ne va pas garder ces mérites pour soi tout seul. On va les partager, justement. C'est de nouveau ça encore, cette histoire de rencontre, de partage, etc. Et donc, finalement, a été gardé comme la dédicace de l'Enyan Shingyo, une dédicace qui est pour les 3 patriarches fondateurs de l'école Zen Soto, qui est donc Shakyamuni Bouddha, ça c'est bien sûr le premier, Dogen Zenji, le japonais, et Keizan Zenji, qui n'était pas qui n'était pas disciple de maître Dogen, mais qui était 2 générations plus tard. Notre école Zen Soto, ce serait encore tout un discours à faire, mais on peut le lire relativement rapidement. On connaît ces 2 figures principales comme étant des patriarches fondateurs de notre école, dans le sens que maître Dogen a vraiment remis le zazen, la méditation assise, au centre de la pratique, et la vie monastique, et les règles, etc., et que maître Keizan a puisé là-dedans et l'a jeté vers l'extérieur, je veux dire. Vraiment l'a fait connaître à tout le monde. C'est sûr que tout Namur ne viendra jamais au dojo, ça c'est clair, malheureusement. Simplement un jour. C'est sûr. Mais maître Keizan a introduit une version, comment dirais-je, plus populaire peut-être, mais qui touche quand même très profondément les gens, en organisant des rituels pour eux, en organisant tout un calendrier de festivités bouddhistes, etc., etc. Et ça, c'est grâce à lui, en fait, que le Zen Soto a connu cette expansion qu'il a eue jusque maintenant. Si ce n'avait été que maître Dogen, c'est possible que cela se soit arrêté à un moment donné, faute de pratiquants et de moines, etc. C'est possible, on ne sait pas. Mais il y a ces 2, oui. Dogen, ce n'était que zazen. Oui. Il y avait très peu, enfin, à ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup de rituels chez lui, de même que chez Bouddha aussi. Il a écrit les règles du monastère, il a écrit les règles du Tenzo, les règles de plusieurs fonctions comme ça. Voilà, ça c'est vraiment la vie monastique. Maître Keizan a pris et s'est inspiré et a construit un temple. Donc Eiji, ça c'est le temple de maître Dogen. Sojiji, c'est le temple de maître Keizan, et avec les mêmes règles, mais avec une ouverture vers l'extérieur qui était totale. Donc il a fait rentrer les laïcs, un peu, je dirais, avec des cérémonies pour eux spéciales, avec des festivités, avec plein de choses. Voilà.
Et ça, on le rencontre encore maintenant. Quand on va dans ces 2 temples, j'ai eu la chance de pouvoir y aller il y a 2 ans en arrière. Le Heiheiji, c'est vraiment au fin fond de la montagne, c'est compliqué à y aller, il y a des bus à prendre, enfin c'est... Tandis que Sojiji, c'est à côté de la gare à Tokyo, voilà, c'est vraiment dans la ville, c'est ouvert, voilà. C'est une toute autre dynamique. Donc voilà, c'est ça la dédicace. Donc on dédie les mérites à ces 3. Et alors la dédicace se continue. Bon, j'ai pas la traduction tout de suite sous les yeux, mais nous prions pour que la sagesse vienne parmi nous. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là. Et à Halle, nous, on a commencé à construire notre propre écho. À vous de voir, ou bien vous calquez là-dessus, ou bien vous faites le truc traditionnel à la japonaise, dont il existe bien sûr une traduction française. Voilà. Donc ça peut être dit en français aussi. C'est pas nécessaire Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à l'Inno, c'est vraiment une pratique aussi. Il faut un peu... Celui qui fait Inno, il doit vraiment aimer ça. Je ne te connais pas, toi, suffisamment bien pour savoir est-ce que tu accroches ou pas. Mais quand on voit, par exemple, quelqu'un comme Michel Fabra, dans notre Sangha, lui, il a complètement flashé là-dessus. Et pendant des mois et même des années, il a travaillé sa voix, il a travaillé... Voilà, c'est quelque chose dont on a vraiment... Celui qui fait Inno, c'est vraiment quelque chose... Il faut vraiment avoir envie de le faire. Et d'ailleurs, quand on suit le traditionnel Ango, comme on appelle, donc cette période de formation qui dure 90 jours, c'est vrai qu'on apprend tout, hein, tous les sons, le bois, les cloches, les différentes cloches, il y en a beaucoup plus qu'ici, bien sûr. On apprend à faire doshi, on apprend à faire plein de trucs. Mais ça, le Inno, c'est le tout dernier, parce que c'est vraiment très compliqué à faire. Donc si on ne le sent pas, vaut mieux ne pas le faire. Voilà, c'est ce que je dis. Et si on dit, ok, je veux faire Inno, en ce moment-là, il faut un peu s'investir là-dedans et apprendre. Et le réciter. Michel Fabra, quand il fait des ateliers son et des ateliers Inno, il dit que lui-même, c'était très frappant, il récitait les échos et même l'Anya Shingo et tout, partout. Sous la douche, dans sa cave, dans sa voiture. Il criait, il allait dans la forêt, il criait pour connaître sa voix, pour savoir comment ça résonne et où est-ce qu'il pouvait aller, quelles étaient les tonalités qu'il pouvait accéder ou pas accéder. J'ai fait la même chose quand je faisais les spectacles de chant. Ah ben voilà. Comme ça. C'est du travail sur la voix et c'est en ce sens-là qui... Bon, maintenant, il ne faut pas non plus... comment dire, s'en prendre tellement la tête, mais je pense que encore une fois, ça peut être une pratique. Ça peut vraiment être une pratique. Et donc, si on le fait... Il faut le faire vraiment avec tout le cœur qu'on a. Et même si ce n'est pas parfait, même si on fait des erreurs, voilà, c'est important de s'investir là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas Godo Sawaki et Maître Deshimaru dans le livre? Ben oui, on le retrouve. En fait, ce qui se passe, c'est que... Non. Il est récité par le Inno. Oui. Donc, on a fait en effet la lignée des patriarches. Hein, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'était la deuxième partie. Donc, on a eu l'Anya Shingyo, les 4 vœux, l'écho de l'Anya Shingyo. Et alors, il y a les 3 phrases pour terminer, pour faire la structure, les Jio Sanchi, hein, gloire à tous les Bouddhas, gloire à tous les Bodhisattvas, gloire au Sutra du cœur. C'est ça, les 3 phrases. Hein. Alors, on a entamé la deuxième partie, qui est souvent plutôt un deuxième sutra. Ça peut être le Sandokai, ça peut être le Kyozanmai, dont j'ai déjà... citer un vers tout à l'heure, c'est un poème. Ça peut être le Daishindarani. Voilà. Bon, c'est pas nécessaire d'en faire un deuxième. Et là, souvent, quand on fait un deuxième sutra, il y a en effet l'écho des patriarches. Ça veut dire que c'est un écho, c'est pas un sutra. C'est une dédicace, et pas seulement à Bouddha Dogen et Keizon, c'est une dédicace pour toute la lignée. Voilà. Et alors nous, donc, quand on analyse un petit peu les noms, vous allez voir qu'à la place numéro 8, il y a Shakyamuni Bouddha, Daiyosho, mais qu'il y en a 7 autres qui lui précèdent. C'est ce qu'on appelle les 7 Bouddhas préhistoriques. Hein, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, mais il y a des noms. Bouddha lui-même, dans plusieurs sutras, dans plusieurs enseignements, a dit qu'il n'était pas le premier, qu'il suivait une tradition qui était bien avant lui encore. Et que lui, il avait redécouvert un sentier
qui était dans la forêt et qui amenait à la ville qui était l'éveil. Voilà, et qui avait redécouvert ce sentier. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces 7 Bouddhas historiques. Que le Bouddha n'est pas le premier, mais qu'il y a eu une infinité de Bouddhas avant lui, et qu'après lui, il y en aura encore toute une... Voilà. Et alors, en effet, ça commence. Et on a une lignée à nous, qui est vraiment spécifique. Il y a d'abord tous les patriarches indiens. Je crois qu'il y en a 20 et quelques, il faudrait une fois les compter. C'est juste que Bodai Dharma, qui est donc le premier Indien à être allé en Chine, aux alentours du 5e siècle. Et après, se suivent les patriarches chinois. Et ça se termine avec Tendo Nyojo, je crois que c'est le... Juste avant le... Voilà, ici, Tendo Nyojo. Ah oui, Nyojo. Ça, c'est le dernier chinois dans notre école. Et alors, on saute tout de suite à Dogen. Et ils se sont rencontrés en Chine. Donc, Dogen avait fait un voyage, il avait été en Chine, il avait rencontré, il a eu la transmission du Dharma par Tendo Nyojo. Et alors, on termine avec les deux, Kounejo et Tetsu Hikai. Ça, c'était 2 grands disciples de Maître Dogen. Et Keizan Jokin. Et là, on s'arrête. On s'arrête là parce que, en fait, on a lu tous ceux qui sont vraiment importants pour notre école. Mais c'est sûr que ça continue, parce qu'à Keizan, on n'est qu'au XIVe siècle. Je suppose qu'il y avait des femmes aussi. Oui, il y a eu des femmes. Alors, ça, je vais encore dire un truc, en effet, par rapport à ça. C'est sûr que cette liste est complètement fausse. Je veux dire, ça a été une reconstruction. Surtout les Chinois étaient très intrigués par cette histoire de qui est ton maître. C'était toujours la première question, qui est ton maître? Et ce maître, c'est qui son maître? Voilà. Les Indiens ne se sont jamais occupés de ça. Donc tous les disciples de Bouddha, et même pendant des centaines d'années après lui, ne se sont jamais occupés d'aller inscrire qui était le disciple de qui. Ça, c'était pas leur problème. Mais en Chine, c'est dans leur culture, apparemment. Je ne sais pas d'où ça vient, il faudrait étudier la chose. Mais c'est important de savoir, oui, mais qui t'a appris? Voilà. Pour eux, ça c'est... Et les Japonais ont repris très fortement cette façon de faire. Et donc les Chinois ont compilé une liste. Voilà. C'est sûr que certains sont historiques. Hein? Donc Maître Keizan a lui écrit, il n'est pas le seul, mais un livre qui s'appelle La transmission de la lampe, où il écrit vraiment très bien, de patriarche en patriarche, ce qui s'est passé, la rencontre, encore une fois, entre eux deux, le moment d'éveil entre eux deux et le moment de la transmission. Voilà, ça c'est documenté par lui. Voilà. Mais il y en a certainement des personnages dont on ne sait pas ni la date de naissance, mais de beaucoup quand même, oui. Ceci dit, c'est en effet une lignée avec que des hommes, alors qu'en effet, c'est connu qu'il y a eu plein de femmes dans l'histoire du bouddhisme et qui ont transmis le dharma. Voilà. Alors, en effet, les Américains ont fait des études très fortes là-dessus et ont compilé donc une liste de matriarches qui, en français, a été traduit par François Loiseau. Voilà, ça a été publié par le Dojo Denis d'ailleurs, et en effet, on peut lire là-dedans toute cette histoire de comment cette liste des matriarches s'est mise en route. Moi, je dirais, il faudrait, c'est très très bien de penser à ça. Le sentiment aussi bien de Roland, que je reprends un peu d'ailleurs aussi, c'est qu'il faudrait être un peu au-delà de cette histoire de gendre et de bien comprendre que quand on dit patriarche, on dit en fait tous les anciens. Si chaque fois il faudrait dire les anciens et les anciennes, les patriarches et les matriarches, ça deviendrait un peu compliqué. Mais c'est sûr que l'époque où ça a été compilé, c'était une époque en effet très patriarcale. Hein, on parle ici du Xe siècle, du XIe siècle en Chine, quoi. Je veux dire, et il faut voir aussi où on était, nous, en Europe, au Xe siècle. Je veux dire, c'était le plein Moyen-Âge, c'était aussi une société très patriarcale aussi. Voilà. Comment ? C'est une liste en plus à apprendre, oui. Mais ceci dit, on la récite. De temps en temps, on la récite, et c'est une bonne chose de la réciter. À la gendronnière aussi, ça se fait. Certainement avec les sessions de Roland, une fois on le fait pour avoir quand même cette concentration aussi pour le fait qu'il y a eu quand même beaucoup de grandes femmes
patriarche. Matriarche. J'insiste. Voilà. L'important, c'est la pratique envers les femmes maintenant, je pense. Ouais. Alors, là, on arrive quasiment à la fin de la cérémonie. Donc, quand on a terminé l'écho des patriarches, ah oui, alors en ce moment-là vient ta question. Justement, le Inno, lui, il va réciter les phrases suivantes. Voilà, Sangoku Dentori Kidai Soshi, je crois que ça veut dire, et tous ceux qui ont suivi, et en particulier, Narabini Somon Kodo, ça c'est Somon Kodo, c'est Kodo Sawaki, Daiyosho, Mokodo Taisen, maître de Shimaru, Daiyosho, Daiyosho ça veut dire grand maître. Yeah. Et alors devrait s'inscrire ici, si on suit la lignée de Roland, Rempo Niwa. Niwa Rempo. Il est le dernier sur la liste ici. Zuigaku Rempo. Voilà, Zuigaku Rempo, qui est, nous on l'appelle plutôt Niwa Zenji. Niwa, c'était le maître qui a donné la transmission du Dharma à Roland Reich. Parce que, comme vous savez, maître de Shimaru est décédé avant d'avoir pu transmettre le Dharma à un ou plusieurs de ses disciples. Il en parlait, c'était dans in the pipeline, comme on dit, mais ça n'a pas eu lieu. Alors ce qui s'est passé, c'est que les 3 personnes qui étaient plus ou moins concernées, après en avoir débattu avec toute la Sangha de l'époque, ont été au Japon, étaient à Heiji, et on dit, voilà la situation dans laquelle on est, on aimerait bien quand même avoir une transmission pour que ça puisse continuer en Europe de façon correcte selon les règles. Et Niwa Zenji était donc le chef, comment est-ce qu'on appelle ça, de temple Heiji à l'époque, a dit ok, je vais le faire au nom de maître de Shimaru. Et donc il fait la transmission à Roland Reich, Étienne Zeisler et Stéphane Thibault. Voilà, et à partir de là, ça a continué. Voilà. Donc c'est bien de mettre le nom de Niwa Zenji ici dedans aussi. En tout cas, nous, à Hall, il est tout le temps dedans. Mais c'est sûr que quand on va dans une autre sangha, on a d'autres noms. Ça, il ne faut pas être choqué par ça. Je veux dire, c'est vraiment la façon tout à fait naturelle voilà, c'est vivant, chaque maître a reçu une transmission d'un maître spécial et c'est bien de nommer ce maître-là, comme dernier nom. Et alors après, ça se termine en disant « No kameji on nimukui » et Onjitsu, et alors le nom de dojo de Namur par exemple, ça veut dire que tous les pratiquants qui sont venus ici, qui se sont rassemblés, voilà, vous avez une bénédiction pour bien continuer la pratique. Voilà, c'est ça la phrase qui est ici, qui est écrite ici. Je vais quand même contrôler exactement le texte en français, mais en grande ligne c'est ça. Et nous souhaitons le bien-être de tous les membres de ce dojo. Voilà. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit, mais c'est un peu plus détaillé que ça, mais c'est ça l'esprit qui est derrière, quoi. Voilà. Et alors on termine, en ce moment-là, en faisant, donc le doshi redescend du tatami, il va de nouveau faire shoko, une offrande d'encens, et en ce moment-là, au coude du gâchou, il y a de nouveau un coup de cloche, comme c'était au début. Une cascade qui est un peu plus rapide, et à ce moment-là, tout le monde se lève. Un peu plus rapide, pourquoi ? Parce que le zagu, il est déjà déplié, et que c'est plus nécessaire de le faire un coup ici, un coup là, et puis voilà, on entame la cascade dès qu'on est ici. Donc on a fait gâchou, enfin le doshi, il a fait gâchou, ding, 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 ding. Tout le monde est debout, voilà. Et puis si vous voulez, on peut faire sympa, hein. Comme ça, on termine. Faisons avec la clochette. Comme ça, on le fait vraiment. Donc, le doshi remonte. Donc, il a son zagu qui est déjà déplié. Voilà. Voilà, on est dans cette position-là.
Donc il remonte à l'autel pour faire une dernière offrande. Tac, tac. Voilà. Et replie, enfin ceux qui ont un zabou le replient. Voilà. Le doshi va saluer maintenant pour une dernière fois le Bouddha. Il n'y a pas de cloche parce il est tout seul. Il sort du tatami et on se salue tous ensemble une fois avec un coup de cloche. Et là souvent il dit bonjour, il dit voilà. Promenade. Bien merci. Promenade, un ton bien sec comme ça. Roland il dit promenade. Comme un bon chien. Promenade. Chaque doshi a un peu son style à ce niveau-là, quoi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est aussi merci. Pour remercier les gens pour être venus pratiquer. Plusieurs choses sont possibles. La clochette aussi annonce un coup ou deux coups s'il y a une cérémonie ou pas. Oui. Alors, deux coups, c'est en effet. Donc, quand il y a eu le coup ici à la fin, hein, donc ça ici du shuso, fin du zazen, deux coups sur la clochette, ça veut dire on se lève et on aura un rituel. Un seul coup, comme à la fin du deuxième zazen, un coup de clochette, on se lève et on quitte le dojo. C'est toutes des façons de. Bon, conventionnelles, je veux dire, c'est simplement un truc, on s'est mis d'accord que deux coups c'est ci, un coup c'est ça. Voilà, pour utiliser le moins de mots possible pour expliquer les choses. Voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça en grande ligne la cérémonie. Grand merci, c'était formidable. Merci beaucoup. Merci. La bonne pratique. Pour la cérémonie aussi. Ça, c'est non.